Lui, je ne sais pas si on l'avait consulté, si on aurait agi de la même façon. C'est le doc Mailloux, docteur Pierre Mailloux, qui est avec nous ce matin. Bonjour, docteur Mailloux, vous allez bien? Oui, bonjour, monsieur. Il y a une partie de votre discours que je viens d'entendre qui est un peu romancée. Ah oui? Et vous devriez être prudent. Allez-y. Alors, ce n'est pas parce qu'une femme demeure à la maison qu'elle est une meilleure mère. Non. Ça, c'est un sophisme. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, surtout avec les nouvelles constellations familiales de 1 ou 2 enfants. Ça prend pas de temps que la femme s'ennuie et s'aliène. Alors, à partir du moment où ils ont 3 ou 4 enfants, oui, ils peuvent s'occuper pour une journée. Mais 1 ou 2 enfants, ça occupe pas une femme une journée de temps, là. Ça n'a pas de bon sens, ça, là. Non, surtout avec les... Ce dont on aurait dû faire la promotion, c'est pas la mère au foyer, là, de façon gna-gna, béate et idiote. C'est beaucoup plus une disponibilité à l'enfant. Une disponibilité et un accueil des mères avec des jeunes enfants en milieu de travail. Par exemple, vous avez des grosses compagnies à Montréal qui ont une garderie en milieu de travail. Alors, la femme qui a un enfant peut très bien aller le réveiller, elle amène son gamin, elle peut même aller l'allaiter au pause café, et elle le ramène avec elle le soir. Ah, ça fonctionne. Ouais, donc, elle n'est pas au foyer, et elle s'occupe de son gamin. Ce qui est dangereux, ce que Pauline Marois, le crime contre l'humanité qu'elle a fait, c'est d'inviter les femmes à aller domper des bébés dans les bras de plusieurs femmes. Ça ne se fait pas avec un petit être humain. Un bébé de moins de 3 ans a besoin non pas de sa mère, il a besoin d'une mère. Il a besoin d'une femme maternante qui a envie de s'en occuper. Que ce soit celle qui l'a accouché ou pas, le bébé, il s'en fout comme dans la garante. Il va appeler maman la première figure maternelle qui veut bien s'occuper de lui. C'est comme ça que ça fonctionne, là. Alors, votre discours de femme au foyer tout à l'heure, vous pouvez aller vous faire foutre avec ça, là. Par contre, une femme peut très bien faire du télétravail, c'est-à-dire du travail à distance, puis avoir une couple de gamins dans la maison. Oui, absolument. De plus en plus, ces formules-là. Alors, ce que Pauline Marois aurait dû faire, si elle n'avait pas été aussi tarte, c'est de simplement favoriser l'accueil des jeunes mères en milieu de travail. Ça aurait été brillant. Pour faire en sorte que les enfants puissent rester avec leur mère au moins jusqu'à l'âge de 2 ans et demi ou 3 ans. Et plus, comprends-tu? C'est que comment ça se fait qu'un hôpital de 600 lits à Québec n'a pas un service de garde? Hey, c'est un milieu de femmes, calvaire. Il n'y a même pas de service les syndicats à l'hôpital. Les syndicats n'ont jamais pensé à ça. Syndicats? Syndicats? Parce qu'ils sont là pour défendre les intérêts de leurs membres. Voilà, là. Syndicat pensait à quelque chose? Un bloqueux? Il est issu d'où, votre bonnet blanc? Mais c'est ça que le bonnet est issu du bonnet du milieu syndical. As-tu déjà vu une idée intelligente sortir du milieu syndical, toi? Et comme c'est ça, les grands amis... Je vous défie ce matin. Mais c'est ce que je vous dis, docteur, c'est que on a des gens qui sont là, qui ont toujours des idées quand on pense toujours à améliorer le sort de ses membres et on essaye de demander davantage à l'État pour le sort de ses membres, mais jamais ce que vous proposez n'a été amené une table par des représentants syndicaux. Non, jamais. Puis, les femmes, regarde, ce qui arrive, il faut bien comprendre le psychisme féminin. Des femmes, ça se bat pas. OK? C'est chicanier, mais ça se bat pas. Ça ne se bat pas pour une cause. L'avancement social est une affaire d'hommes. C'est bien plate, là. Mais écoute, l'avortement, qui amenait le débat de l'avortement à son corps défendant? Henry Morgan Taylor. Henry Morgan Taylor. Hein? C'est-tu... C'est qui? C'est-tu un homme ou une femme? Oh, c'est un homme. C'est un homme. Hein? L'avortement, ça bénéficie à qui? Non, ça bénéficie aux hommes, par exemple. Là, je me suis tiré dans le pied. Ça dépend du pied. Non, continuons. Donc, il faudrait... Ça arrive, les gars, quand on réfléchit à voix haute, à un moment donné... Oh, c'est ce qui arrive. Oh, oui. Mais, docteur, si on avait, là... premièrement, on va connaître bientôt les conséquences de ces garderies-là. Est-ce qu'on commence à en avoir des effets actuellement? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on constate comme effet? Ah, l'agressivité, la rage des tout-petits. Ils sont en tabarnak, chose à l'âge de 7 ans, ça n'a même pas de bon sens.
Ils sacent comme des petits donnés, puis ils sont enragés. Ils sont enragés. Il y a une augmentation fulgurante de l'agressivité chez ces gamins-là. C'est même pas drôle. Et là, on parle goffé, là. Oui, oui. Et... Oui, ça frappe en cibole. Si vous regardez les gamins qui ont été domptés, les petits bébés de 9 mois à 1 an et demi, là, à 2 ans, qui ont été dompés, qui ont été crissés dans la garderie d'État de Pauline Marois, c'est le taux d'agressivité de ces enfants-là, un. Deuxièmement, c'est des enfants qui sourient jamais. Moi, ça me frappe, là. J'en reviens pas. Ces enfants-là perdent leur capacité de sourire. Ils sont pas heureux. Ils sont malheureux, ils sont enragés. Parce qu'ils sont enragés, pourquoi? Ils sont frustrés. Leurs besoins de base n'ont pas été adressés. Et c'est trop tard. C'est simple et plate que ça. Et c'est trop tard pour les compenser? Ben, écoute, là, les maîtresses font des burn-out. Les maîtresses reçoivent ça, ces petits monstres-là qui sont enragés. Dès que tu leur parles, monsieur, ils ont dit qu'ils garochent les affaires. Il y a une augmentation palpable, évidente, tu sais, et très convaincante là, de l'agressivité chez ces gamins-là. Alors, inutile de vous dire que ça va grossir le rang des drogués au Québec, pas à peu près, à 12 ans. Puis ça fait beaucoup de petites filles qui se font fourrer 12-13 ans aussi. Et comment, si on voulait éviter ça à l'avenir, quelle proposition vous feriez aux Pauline Marois de ce monde? Bon, ben simplement ce que j'ai dit tantôt, être accueillant dans notre société pour une panoplie de façons, de modes d'élever des enfants. Tu sais, être très facilitant. Bon, c'est ça le mot. Être très facilitant pour toutes sortes de façons. Pour les mères de fonctionner, les mères de jeunes enfants. Tu sais, la femme qui veut demeurer à la maison avec ses enfants, puis d'en avoir 2, 3, 4, ça la regarde. Et à ce moment-là, elle et son conjoint, et le père des enfants, aucun impôt à payer. Alors, un dégrèvement d'impôt de 30% par enfant. Comprends-tu? Ça a de l'allure, ça. Alors, premier enfant, on enlève le tiers de l'impôt du revenu familial. Le deuxième enfant, un autre tiers qui saute. Et le troisième enfant, tout l'impôt saute. Alors, à partir de 3 enfants, ces familles-là n'auraient plus d'impôt sur le revenu à payer. Arrangez-vous avec vos patentes. Arrangez-vous comme vous voulez, mais vous allez reproduire, vous allez soutenir la nation, et vous allez vous reproduire, alors on vous laisse votre argent. OK? Ça, c'est une première. Deuxièmement, être très facilitant dans le milieu de travail pour les mères avec des jeunes enfants. Tu veux emmener ton gamin au travail, aucun problème. J'ai vu une responsable d'une compagnie de transport avec un bébé qui avait une dizaine de mois. Il y avait un parc à la maison puis un parc dans son bureau. Elle l'amenait avec elle. Ben, elle, tu vas me dire, c'est une travailleuse autonome puis elle était présidente de sa compagnie. Correct? J'ai trouvé ça le fun. Puis elle était toute de bonne humeur. Elle travaille à mi-temps. Elle amène son gamin. Bon. Maintenant, la même chose. Faciliter, je viens de dire 2 choses. Faciliter l'accès, OK? Et faciliter l'horaire. Alors, des horaires flexibles. Une femme qui a des jeunes enfants, il y a un paquet d'entreprises, 40 à 8 heures ou 40 à 10 heures, ça ne fout rien. Et elle peut faire, mettons, de 10 à 3. Tu comprends? Oui. Si elle fait un beau mi-temps puis que toute sa tête est là, elle va-tu être productive, cette femme-là? Elle va-tu être heureuse? Elle va en distribuer des bisous, puis le soir, elle va avoir envie de s'ouvrir les jambes à son chum. Comprends-tu? Puis, non, mais les gars, oui. c'est comme ça que ça marche, la vie. Là. On va arrêter de niaiser matin. Oui. Puis l'enfant... Si elle est sans connaissance, puis elle est frustrée, le soir, elle est sèche. Puis le gars, ben écoute, il va se crosser entre ses 2 fesses. C'est tout ce qu'il va avoir. Ouais. Elle va dire, hey, elle va regarder la montre, puis fait ça vite. Ouais. Puis l'enfant, lui, le sent, le stress familial, lui. Ben oui. Alors là, les milieux de travail, ou bien, mettons que vous avez par exemple un parc industriel. Tu sais, il y a des petits parcs industriels qui poussent comme des champignons partout. Oui. Ben là, tu as 2, 3 bâtisses industrielles. Tu prends un coin d'une d'elles, tu fais une petite garderie. Comprends-tu? Oui. Fait que le midi, il y a une femme de la bâtisse voisine. Tu sais, elle va dîner avec son enfant. Comprends-tu? Celle qui est dans le même bâtisse, ou juste la bâtisse au côté, elle peut même continuer à l'allaiter. Ils ont joué avec des amis toute l'avant-midi, puis l'après-midi, bon, moi, le midi, voit le parent. Oui, voit la mère. La mère. Parent, toi. Ouais, la mère. Et dites-moi, j'en veux pas auprès des bébés. OK? Une femme, je vous ai dit, une femme maternante. Alors, inviter, bon, l'autre point, comme je fais là, dire aux femmes,
répéter aux futures mères et aux mères de jeunes enfants que le rôle de mère, pour un petit être, le rôle de mère, là, chez l'humain, est un rôle fondamental, est un rôle déterminant pour la vie. Alors, c'est un rôle extrêmement important. Vous n'êtes pas obligé de vous reproduire, mais si vous le faites, faites-le en étant consciente que c'est un rôle extrêmement important. Alors, le dire comme je le fais aux mères, et ensuite, arriver avec des mesures concrètes. C'est tellement important qu'on va être facilitant. Tu veux un horaire flexible? Pas de problème, madame. On va t'en fournir un horaire flexible. On est une grosse entreprise. On va s'organiser un petit service de garde sur les lieux. Vous pouvez emmener vos gamins, puis aller les voir quand vous voulez. Vous avez un petit creux d'ennui dans le milieu de l'avant-midi? Allez-y! Prends 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, va jouer avec ton gamin. Comprenez-vous? Oui. C'est-tu compliqué ce que je dis là? Absolument pas. C'est-tu faisable ce que je dis là? C'est fort. Je pense que oui. Ça coûte-tu cher ce que je dis là? Pas tellement, non. Moins cher que ce que les CPE coûtent. Hey, on a un cas pratique ici, docteur. On a notre petite Marie-Pierre qui va enfanter pour la première fois. Elle va nous quitter à la fin du mois d'octobre. Elle va prendre son année pour s'occuper de son petit garçon qui est à naître. Mais à partir de la 2e année, elle est, par exemple, elle est journaliste. Elle fait l'émission du matin. Elle va évidemment se lever très tôt. Elle va probablement se lever vers 4h30, 5h. Regardez, je vous arrête là-dessus, là. Oui. La France a décidé de payer un congé maternel de 2 ans. Le chômage, 2 ans. Vous voulez accoucher? Chômage, 2 ans. Ça, c'est un must en partant. OK? Oui. La femme n'est pas obligée. Elle peut graduellement réintégrer son milieu de travail pour ses raisons à elle, à son rythme, mais elle a chômage 2 ans. Est-ce qu'on serait d'accord là-dessus en partant? Oui, d'autant plus que la caisse d'assurance chômage déborde comme jamais elle a débordé. Bon. Mais alors, chômage 2 ans, ça, c'est un must en partant. Moi, là-dessus, elle n'est pas obligée, comprenez-vous? On demeure facilitant. Fait que là, écoutez, si une dame décide de se faire valoir de ça et que par la suite est capable d'être un autre 2 ans à temps partiel à son travail, puis avoir un horaire flexible, hey, mais vous trouvez pas qu'on vient de faire quelque chose? Hey, c'est pas compliqué ce que je viens de dire. Toutes sortes de petites mesures. Et crissez-moi la paix dorénavant avec la femme au foyer, là. Ouais. Ça marche pas comme ça, là. Moi, mon interrogation, 1 an... Il y a une femme dans le décor. Ben oui. Manifester, Ben non, mais c'est de moi qui parle, là. C'est moi qui permets d'avoir un petit bébé. Ah, ben, OK, je me tiens. Moi, mon interrogation, c'est de voir les entreprises et aussi les boss des entreprises en général. À 1 an de congé de maternité, ça crie déjà. Quand on a ajouté aussi le congé parental, le 3 semaines pour le papa, ça criait. Imaginez si on se rend à 2 ans, ça va être la commotion totale au Québec. Non, c'est appliqué en France, ça crée aucune commotion. Alors, le congé parental paternel, ça, c'est niaiseux, par exemple. Ça, c'est une hostie de niaiserie, là. Ça n'a même pas sa raison d'être. Et d'être facilitant pour le père, oui. Tu sais, qu'il y ait une certaine flexibilité d'horaire pendant un certain temps. Mais le fait de recycler les pères en nourrice au Québec, là, ça, c'est une très mauvaise voie. C'est imbécile. C'est pas ça du tout, là. C'est envoyer le mauvais message. C'est des mères de jeunes enfants dont il faut prendre soin et être facilitant. Tu comprends? Je vais te donner, faire l'exemple de René-Claude Brazeau. René-Claude Brazeau était une journaliste à l'époque, à la fin des années 90. René-Claude Brazeau, qu'on connaît là, qui était à la télévision et à la radio. Ouais. Et René-Claude a accouché d'un premier bébé dans les années 90. Elle se levait à 4 heures le matin pour aller faire une chronique artistique sur l'émission de Paul Arcand. Elle a toujours emmené son bébé avec elle. À 4 heures le matin. Elle l'a jamais fait garder. Et c'était dans la station, à un moment donné où j'étais là, j'avais trouvé ça bien comique. Et c'était les personnes qui étaient là, qui pendant le 15 minutes, le 10-15 minutes de présence en ondes, surveillaient le petit bébé et le petit gamin dans le corridor. Comprends-tu? Il y avait toujours quelqu'un, et ça s'est fait de façon informelle. Ça s'est fait naturellement, avec beaucoup de délicatesse. J'ai trouvé ça extraordinaire. Comprenez-vous? Ça n'a rien coûté à personne. Et tout le monde, il y a eu une espèce d'assentiment tacite. Mais le fait de lever l'enfant le matin très tôt comme ça pour l'amener au travail, est-ce que ça perturbe pas l'enfant? Non, il dormait. Il n'avait même pas connaissance quand il était tout petit. Elle avait un petit parc au travail. Elle avait emmené un petit parc. Puis elle arrivait. Puis il dormait. Elle ne le réveillait pas.
Elle le prenait, monsieur, puis elle l'emmitouflait, puis elle l'amenait. Puis il se réveillait même pas. Mais prenons Elle amenait ses biberons, puis elle finissait, vous savez, à 9h, 9h30, puis après ça, elle repartait avec son bébé. Prenons l'exemple de notre Marie-Pierre, par exemple. Elle pourrait, si elle avait, par exemple, à se lever très tôt le matin et revenir, je ne sais pas, vers 10h30, 11h à la maison, est-ce que le fait que l'enfant, en se levant, soit avec son conjoint là, comme première personne au réveil, est-ce que ça peut affecter l'enfant? Non, ça c'est correct. C'est la stabilité. C'est une présence certaine de la mère avec contribution. Ça, c'est bien différent. OK. Oui, le père peut jouer un rôle de substitut. Alors, le père, c'est un acteur de soutien. OK? Et il peut être utilisé à différentes fins. Oui, mais c'est important, c'est la qualité du lien. OK? Si le père devient plus significatif en termes d'affection et de temps passé avec l'enfant, on n'est pas sur la bonne voie. Parce que les liens maternels dispensés par les pères peuvent être satisfaisants à court terme, mais ce que je constate dans ma pratique, c'est à l'adolescence. C'est lorsque l'enfant grandit et que le père s'est fait attraper dans le rôle de nourrice, il n'est plus capable d'être un père. Lorsque l'enfant grandit. Alors, vous vous ramassez avec une piole dans laquelle il y a deux mères, mais il n'y a pas de père. Ou il y a une mère, une femme idiote, une tarte, et puis pas de père. Ah, ça marche pas pour l'enfant, là. Ouais. Parce que Il a besoin d'exemples, lui. je reçois à mon bureau des hommes qui ont materné des bébés dans le contexte que la mère avait levé les feuilles, des histoires comme ça, et qui sont pognés avec des attitudes maternelles qui sont toutes mêlées. Fait que là, je dis, OK, on va arrêter. Tu sais, je les rends conscients que c'est du maternage qu'ils ont fait. Et ce n'est pas, oui, mais j'ai joué les deux rôles. Mais non, t'as jamais joué les deux rôles. Tu maternais les bébés comme une femme l'aurait fait. Hein? Moi, j'ai fait ça? Ben oui. Ça prend pas nécessairement une paire de boules pour être maternelle. Donc, c'est une leçon de société qu'on doit se donner à tout le monde. C'est-à-dire, oui, comme vous le disiez, faire des enfants, c'est une chose, mais il faut savoir dans quelle galère on s'embarque et quel prix on est prêt à payer pour embarquer dans cette galère. Oui, et bien réalisé pour les femmes. Bien conscientiser, réaliser l'importance du rôle maternel, l'importance du lien maternel, l'importance de ce lien qui va se tisser entre un bébé et une femme maternante, une femme affectueuse. Comprenez-vous? Oui. C'est ça qui... La plupart des petits êtres humains, je te parle pas des débiles puis des autistes, là. Pour eux autres, ça ne fout rien, là. Comprends-tu? Mais plus les enfants d'intelligence moyenne et supérieure ont particulièrement besoin pour leur développement du lien maternel, de cette confiance établie très tôt dans la vie avec une femme. Pas génitrice, je m'en contrefous du trou d'où il est sorti. Arrêtez de dire, ben oui, mais c'est sa mère. Non. La mère d'un enfant, c'est la femme qui s'en est occupée. Que ce soit la grand-mère, la voisine, une garderie en milieu familial qui a hébergé le tout petit pendant 5 ans, c'est elle, la mère. Moi, mes enfants vont en milieu familial. Et le gouvernement, tranquillement, pas vite, tend à vouloir fermer cette petite garderie-là. On veut faire des maternelles dès l'âge de 6 mois. Ça, je trouve ça épouvantable. Bon, écoute, regarde, l'État, au Québec, à partir de Pauline Marois, je vous dis que l'État ne l'a pas en matière de culture d'élever des enfants. Alors, au Québec, malheureusement, nous sommes des mauvais éleveurs d'enfants. Et c'est reflété par les mesures étatiques. Ça se reflète dans les mesures étatiques. Je croyais que le Québec aimait les enfants. Depuis 20 ans, j'ai réalisé que le Québec haït les enfants. Alors, les enfants sont mal accueillis au Québec. Et j'en fais une généralité ce matin, et il n'y a personne, il n'y a pas un crétin, un hostie de crétin qui va me faire changer d'idée là-dessus. Alors, la plupart des Québécois haïssent les enfants. Et j'en ai tellement de signes, ça n'est même pas drôle. Et regardez la consommation de drogue des enfants de 12 ans, et venez me dire, ciboire, ce matin, que le Québec aime ses enfants. Alors, il y a énormément d'enfants en détresse au Québec. Ce matin, la nouvelle est tombée, le Journal de Montréal, Chicoutimi, la première ville du Québec où il y a le plus de consommation de pilules. 29% des Saguenayens seraient aux pilules. Ça marche pas. La raison étant qu'il y a trop de mauvais parents. Et ces hosties-là, on les a laissés toute l'avant-scène. On a laissé aux tartes le leadership de l'éducation des enfants au Québec. Quel est le poids moyen des gardiennes des garderies d'État au Québec?
Je ne ris pas ce matin. Non, non. Alors, sortez-moi le poids moyen. Vous allez me prendre une cohorte significative de gardiennes de garderies d'État de Pauline Marois. Vous allez les peser, puis vous allez diviser par le nombre. Et vous me sortez le poids moyen de ces femmes-là. Comment ça se fait que, d'après ce qu'on voit à la télévision, et j'aimerais que ce soit étudié, comment ça se fait que la vaste majorité des gardiennes de bébés sont grosses, ils ont des gros culs? Ça marche pas. Mais les mouvements féministes ce matin vont s'arracher. J'ai peur des grosses. La dictature de la Grèce me fait peur, les amis. Mais là, on va vous dire, j'entends les mouvements féministes qui hurlent dans les chaumières en disant, mais le poids d'une femme n'a rien à voir avec son Sa attitude, compétence. ses compétences. Ah oui? Je prétends le contraire. Et pourquoi? Je prétends le contraire. C'est une bonne question. Je vous la demande pourquoi vous êtes trois, là. C'est vous autres qui allez répondre à la question. Qu'est-ce que ça vient faire, ma lubie, ce matin, là? En quoi le poids d'une femme peut influer sur sa compétence professionnelle? Ben, à tout le moins, face à l'enfant, moi, je sais que c'est plus terrorisant d'avoir une qui est énorme qu'une petite qui a l'air séduisante, c'est bien évident. Non. Non, c'est pourquoi, alors? Mauvaise réponse. Allez, d'autres réponses. Allez, faites-vous aller, matin. Ben, je vais m'essayer. Non, faites-vous aller. Bon, ben, la femme qui a un poids proportionnel, on va... Non, la grosse, hey, appelez-la par le nom. Non, mais justement, celle qui ne l'est pas, là. Celle avec un poids proportionnel va peut-être être plus en mesure d'être avec les enfants, de s'amuser avec, d'être... Elle va être bien dans sa peau, là. Puis elle va être en mesure de bouger avec eux autres. Attends, là, bien dans sa peau, puis bouger. Oui. Alors, la grosseur, l'obésité, c'est un handicap physique. Oui. OK? Les femmes, ça reste que c'est un modèle. Les gros culs bougent moins que les petits culs. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Vous avez observé ça? Oui. Souvent, la femme qui est... Alors, deux choses. La grosse bouge moins et elle est moins bien dans sa peau. Voilà. En moyenne, en général, là. Ça vient faire quoi, ça, avec les tout petits? Elle bouge moins? Deux points, là. Elle fait moins bouger. Elle est moins bien dans sa peau. Ou la plus mince est mieux dans sa peau. Hey, au fait, pourquoi qu'elle est mieux dans sa peau, la plus mince? Parce qu'elle s'aime, elle s'admire, elle se trouve... Elle est plus séduisante. Elle est en santé. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, la plus séduisante? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Elle est en santé, elle est bien, elle est confortable avec son corps et est heureuse. Les verres du nez, les plus minces se mettent pas mal plus que les plus grosses. Ouais, mais ça dépend avec qui, docteur. Quelle est la conséquence de la frustration sexuelle? Ouais, mais ça là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas parce que tu étais capable de te mettre plus souvent que tu te mets mieux, ça. Quelle est la conséquence? Oui, tu as raison dans ce que tu viens de dire. Quelle est la conséquence de la frustration sexuelle si répandue chez les grosses sur leur comportement et leur humeur? Elle va se venger sur le bébé. L'agressivité. Salut, gang. Merci, docteur. Tu as quelque chose ce matin? Oui. Bye. Salut. Ouais. Marie-Pierre, tu vas faire quoi, là, suite à ces conseils-là?